Donc, on va pouvoir commencer la présentation. On va la réaliser à trois voix. Il y aura Pascal Hirs, Alexandra Hubert et moi-même de la direction régionale Bretagne. Donc, pour Alexandra et moi, vous nous connaissez plutôt bien vu qu'on interagit régulièrement avec vous sur la thématique de la restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau notamment. Pascal, je te laisse peut-être te présenter aussi. Pascal, qui est de la direction régionale Bretagne, donc c'est un de nos collègues, mais je te laisse te présenter vite fait, Pascal. Oui, bonjour. Moi, je travaille sur les données en général, quelle que soit la thématique, à la DR Bretagne de l'OFB. Ok, donc on va faire la présentation à trois voix. Donc moi, Pascal et Alexandra, et on se complétera si besoin, diapo par diapo. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était de réaliser un webinaire pour présenter les résultats d'un travail qui a été réalisé euh, pour produire un outil d'aide au dimensionnement du liminaire des cours d'eau dans le cadre de projets de restauration. Donc l'introduction va juste consister à rappeler le plan de la présentation. On va faire un point rapide sur les bases scientifiques sur l'hydromorphologie des cours d'eau, avant d'arriver à l'historique du projet d'études sur les têtes de bassin versants. On verra les spécificités des cours d'eau qu'on a été amené à étudier dans ces études. Il y aura un point qui sera réalisé sur les différents jeux de données. Pascal présentera l'outil d'aide au dimensionnement du liminaire des cours d'eau. On fera un petit point sur les différents points d'attention et de vigilance sur l'utilisation de l'outil avant d'arriver aux perspectives. Et on finira par les questions. Donc n'hésitez pas à bien noter vos questions et on pourra prendre un temps d'échange en fin de diaporama pour répondre aux différentes questions. Donc au niveau des bases scientifiques sur l'hydromorphologie des cours d'eau, donc l'hydromorphologie fluviale, c'est une discipline assez ancienne qui a émergé dans les années 50-60 aux États-Unis notamment. Donc, elle s'intéresse à différentes choses, les processus physiques qu'on considère comme la dynamique fluviale, les formes qui résultent de ces processus physiques qui se traduisent par la morphologie fluviale, c'est notamment ce qui va nous intéresser aujourd'hui au niveau de la géométrie des limineurs. Et cette discipline intègre aussi tout ce qui est sédimentologie au niveau des capacités de transport et de déplacement des sédiments fins et grossiers au sein des limineurs. Donc, en 2010, il y avait une synthèse plutôt pédagogique qui a été réalisée sur l'hydromorphologie fluviale, qui s'appelle Éléments d'hydromorphologie fluviale, que la plupart d'entre vous connaissent, qui avait été fait par Jean-René Malavoie et Jean-Paul Bravard. Donc, si on devait résumer très simplement comment fonctionne un cours d'eau, on se rend compte qu'il y a différents forçages externes, induits notamment par le climat, le relief, qui vont générer des variables de contrôle. Donc, ce qu'on appelle les variables de contrôle, c'est les variables qui vont diriger le fonctionnement et les caractéristiques des limineurs des cours d'eau sur les territoires où on évolue. Donc, les deux principales variables de contrôle qu'on appelle primaires, c'est le débit liquide, donc le transit de l'eau au sein des limineurs, et également le débit solide. Là, c'est le transport de toute la matière solide qu'on va trouver au sein des cours d'eau. On parle de transport solide notamment pour désigner le transport sédimentaire avec des sédiments grossiers et des sédiments fins qui seront pris en charge dès que la vitesse d'écoulement augmente, soit en suspension et quand les écoulements deviennent plus importants, il y a également un transport par charriage qui se met en place. Donc ça, c'est les deux variables de contrôle primaires. Et il y a des variables de contrôle qu'on appelle secondaires. C'est la pente et la géométrie de la vallée, la granulométrie du lit et des berges et la végétation rivulaire. Et en fait, quand on modifie ces variables de contrôle primaires et secondaires, le cours d'eau va répondre. Il y a trois grands types de variables de réponse. C'est la géométrie du liminaire. C'est vraiment ce qui va nous intéresser dans le cadre de cette présentation, en termes de largeur et hauteur à plein bord du lit. Il y a l'évolution du profil en long. Et pour finir, le tracé en plan ou le style fluvial de cours d'eau qui peut s'ajuster. Donc si par exemple le débit diminue d'un coup sur un cours d'eau, bah, le cours d'eau va s'ajuster en rétrécissant son lit, en le resserrant. À l'inverse, si la masse de sédiments grossier augmente fortement, bah, il va adapter sa pente pour retrouver une capacité d'évacuation des matériaux. Donc
depuis de nombreuses années, depuis les années 60, il y a des scientifiques qui ont essayé d'établir des liens entre différentes variables de l'hydromorphologie. Là, on a mis un exemple, c'est les liens qui ont été établis entre la surface de bassin versant et la géométrie du lit mineur. Donc, les premières mesures et équations qui avaient été réalisées au tout début avaient été faites sans tenir compte des spécificités régionales. C'est vraiment à l'échelle d'état complet. Donc, on n'appréhendait pas les variations climatiques, de géologie. De la même manière, au niveau local, on ne prenait pas forcément en compte la présence de végétation ou la texture des berges. Et ce qui fait qu'on pouvait avoir des dispersions assez importantes des données produites par ces modèles. Et progressivement, les chercheurs ont affiné les modèles qui étaient proposés en faisant des études plutôt régionalisées ou thématisées qui permettaient d'augmenter la précision des modèles. Ça, c'est vraiment une petite introduction à ce qu'on va voir, vu que vous allez voir par la suite on a été amené à travailler sur un territoire assez restreint en final par rapport à l'échelle nationale. Donc on en arrive à l'historique des études qui ont été menées sur l'hydromorphologie des cours d'eau de référence avec des guillemets sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire. Donc c'est un projet historique qui avait été proposé en 2012 au sein d'un établissement qu'on appelait l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, donc ONEMA, qui est devenu AFB, puis OFB actuellement. Donc l'idée qu'on avait eue avec plusieurs collègues, c'était d'arriver à améliorer les connaissances sur les zones en tête de bassin versant. Donc c'était une initiative de la DR Bretagne-Pays de la Loire au sein de l'ONEMA. Donc c'était vraiment ce territoire-là qui s'était vraiment spécialisé sur ce sujet. Et on avait notamment proposé des journées d'information technique sur les têtes de bassin versant pour essayer de lancer une dynamique de travail sur ces milieux. Donc on entend par tête de bassin versant, pour rappel, les bassins versants des cours d'eau de Rondestrahler 1 et 2 à l'échelle 1,25 millième. Donc c'est notamment la définition qui est reprise dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, avec un critère de pente qui a été maintenu pendant longtemps, mais qui est vraiment à prendre avec précaution et plutôt à mettre de côté quand on peut, parce qu'on se rend compte que c'est un élément qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature scientifique et technique pour différencier les cours d'eau en tête de bassin versant des autres systèmes. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les cours d'eau en tête de bassin versant, ils ont des particularités, des caractéristiques communes. Et notamment, ce qui est assez important sur ces systèmes, c'est qu'ils vont représenter entre 60 à 85% de la longueur totale du réseau hydrographique. Donc ça, c'est une surreprésentativité qu'on va trouver à l'échelle nationale, européenne et mondiale. Sur tous les systèmes où il y a les études qui sortent, on voit on est toujours dans cette gamme de variables entre le linéaire total occupé par les têtes de bassin par rapport au linéaire de réseau géographique sur le territoire qu'on étudie. Et ce qui est intéressant avec les têtes de bassin versant, donc c'est des zones qui sont vraiment situées tout en haut des bassins versants, qui vont déterminer la qualité physico-chimique des masses d'eau en aval. Ils vont avoir un rôle clé sur le fonctionnement hydrologique des bassins versants, en ayant la capacité, quand ils sont en bon état, de réguler les étiages et les crues. Et ça va être vraiment un enjeu clé en termes de biodiversité. Ce qui fait que quand on travaille sur les têtes de bassin versant, on va pouvoir répondre à la fois à des objectifs de qualité d'eau, de quantité d'eau, d'état chimique des masses d'eau par rapport à la directive cadre européenne sur l'eau et par rapport à différents enjeux, type la directive nitrate. Et dans le même temps, selon comment sont faits les projets, on pourra également répondre aux enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité. Donc, on avait commencé à travailler sur les cours d'eau en tête de bassin versant et rapidement, on a voulu s'intéresser aux caractéristiques de ces cours d'eau dans des situations naturelles ou proches des conditions naturelles. Donc, sur nos territoires, c'est pour ça qu'on met souvent la référence entre guillemets, on a du mal à trouver des territoires exempts de zéro pression. Il y a souvent des toutes petites altérations, même si on considère des talus dans les versants qui ont pu être aménagés au XVIe siècle en Bretagne. On se rend compte que même au fin fond de la Bretagne, on trouve quand même des traces d'aménagement ancien dans les secteurs les plus préservés de notre territoire. Donc, pourquoi on a souhaité travailler sur la référence? C'est parce que l'idée, c'est d'arriver à, quand on mène des projets de restauration, c'est souvent l'intention, ça va être de reconstruire un lit qui va être similaire à des conditions historiques ou à des sites de référence les moins perturbés possibles. Donc l'intérêt de recourir à cette référence, c'est ça permet d'espérer retrouver des cours d'eau qui auront un degré d'intégrité physique ou de complexité physique qui seront beaucoup plus élevés par rapport à des cours d'eau qui seront restaurés sans tenir compte de cette référence.
Donc, par exemple, si on va sur un cours d'eau qui vient d'être recalibré, un cours d'eau de rang 1 qui vient de connaître l'appel mécanique, la question qu'on se pose souvent sur nos territoires, c'est quelles étaient les caractéristiques hydromorphologiques de ce cours d'eau avant altération pour être en capacité de pouvoir le restaurer. Donc, il y a différentes études qui ont été produites sur les caractéristiques physiques de référence des cours d'eau de rang de Strahler 1. Donc ça a été dans le cadre des études d'Alexandre Jean, de Mathieu Bossis et de Laura Mondesvir en 2017. Il y a eu des études complémentaires qui ont été menées par Maxime Galino en 2020 sur des cours d'eau de rang de Strahler 1 à 4. Donc l'idée, c'est que ces différentes études ont permis d'avancer sur le développement de protocoles de caractérisation de l'hydromorphologie des cours d'eau à l'échelle stationnelle. Donc pour chaque étude, il peut y avoir des évolutions dans les protocoles et dans les paramètres qui ont pu être mesurés. Donc ce qui fait que quand on parle de cours d'eau de référence ou proches des conditions naturelles, on va avoir une diversité de milieux qui vont présenter des caractéristiques physiques qui ressemblent vraiment à des cours d'eau qui n'ont pas connu d'impact visible, en tout cas quand on fait du terrain sur ces milieux. On va faire un petit point sur les spécificités des cours d'eau qu'on a étudiés dans le cadre de ces études. Donc en fait, on s'est rendu compte rapidement dans le cadre des premières études qu'on avait des grandes difficultés à identifier des cours d'eau en situation de référence. Dans certains départements, notamment des Pays de la Loire, on n'a pas réussi à trouver un ou deux stations de référence, malgré avoir promis des caisses de bière. Si on arrivait à identifier une portion de cours d'eau indemne, on se rend compte que même dans des secteurs boisés, même dans des secteurs très humides ou dans des secteurs de forêt privée, on a eu vraiment des grandes difficultés à identifier des cours d'eau qui n'avaient pas été impactés. Donc, ce qui fait que progressivement, en cherchant des cours d'eau de référence, on s'est rendu compte que là où on en trouvait encore, c'est dans les zones de prairies ou de forêt. Donc, si on les cherchait en zone de prairie, c'est souvent la présence d'une ripisylve qui avait permis de les préserver. Et ce qui fait que ça nous a permis progressivement de définir différentes conditions pour identifier et caractériser les cours d'eau de référence. Donc, on voulait des cours d'eau qui n'ont pas de piétinement sur la station ni en amont, absence de plantation forestière monospécifique ou non naturelle, type résineux, peuplier, absence de busage ou de travaux hydrauliques. Donc, dans travaux hydrauliques, on a tout, hein, rectification, recalibrage, curage, protection de berge, enrochement localisé, seuil, que ce soit sur et ou en amont ou en aval immédiat de la station. On notait aussi l'absence de plan d'eau en amont et à l'emplacement immédiat du cours d'eau sur lequel on interagissait, et l'absence de drainage latéral, que ce soit du drainage aérien par fossé ou du drainage souterrain. Donc, ce qui fait que quand on intègre tous ces critères, bah, ça enlève une grande partie des cours d'eau sur certains départements. Et dans certains départements, on n'arrive pas à trouver vraiment des cours d'eau qui n'auront pas été impactés sur ou à l'amont immédiat des linéaires concernés. Euh, Pascal va vous présenter après la cartographie interactive de l'outil. Donc là, je ne m'avance pas sur la cartographie. L'idée, c'est juste les différentes stations qu'on a pu identifier dans le cadre des stations de Jean de Bossis et de l'étude de Maxime Galino. C'était issu de remontées des agents de l'ONEMA, AFB, OFB, également des remontées des techniciens rivières des différents territoires d'études. Et aussi, il y avait eu de l'analyse SIG en essayant de chercher à identifier des linéaires de référence potentiels, en ciblant des zones boisées, prairiales, avec de la ripisylve, en sortant des zones avec du relief, en identifiant que ce soit des camps militaires, des grands massifs boisés, pour espérer augmenter la chance d'identifier des cours d'eau de référence. Mais il faut savoir que dans certains cas, si on identifie 10 sites de référence en SIG, des fois, il y a un ou deux sites qui pouvaient présenter des caractéristiques proches des conditions de référence. Donc, il y a vraiment un risque d'échec fort avec cette dernière technique. Donc, comme je rappelais tout à l'heure, on a une intensité des altérations physiques qui est extrêmement forte à l'échelle de notre HER, avec une variation de la pression selon les territoires concernés, selon les départements. Donc on dit souvent que, par exemple, sur l'île-et-Vilaine, on est à plus de 90% du linéaire de cours d'eau qui a été impacté par des travaux hydrauliques lourds. Donc c'est vrai que dans ces cas, si on rajoute les pressions plan d'eau, les pressions
peuplement inadapté, etc., etc., on se rend compte qu'on a du mal à identifier ces secteurs. Donc, ce qui fait que les parcelles où on a identifié des linéaires proches des conditions naturelles, c'était majoritairement à l'ouest de la Bretagne, sur des vallées plus ou moins encaissées, avec des fonds de vallée qui étaient régulièrement étroits. On a quelques fonds de vallée larges, mais c'est pas le jeu de données majoritaire. On pouvait avoir des pentes marquées au niveau longitudinal ou latéral. C'était essentiellement en zone boisée. On avait aussi des zones très humides, type des tourbières, qui restaient en eau toute l'année, ou même en l'absence de strates boisées, on retrouvait des conditions de référence. Et dans certaines propriétés particulières, type des bases militaires, ou aussi certaines forêts privées, où on pouvait trouver des cours d'eau qui avaient été oubliés, des périodes de remembrement ou des périodes de travaux hydrauliques. Donc, ce qui fait que la notion de référence, comme on l'a vu, elle est toujours dépendante du territoire sur lequel on intervient. Il y a un ouvrage qui a été très bien réalisé sur la conservation de la biodiversité et l'état de référence, qui questionne très bien cette notion de référence. Il a été fait par Godet, Dufour et Rollet récemment, dans les années 2023. Je vous invite à le consulter. Il permet vraiment d'avoir une bonne vision de la notion de référence. Donc, là, ce qu'on voulait notamment attirer l'attention pour les utilisateurs de l'outil, c'est que la notion de référence est pas exactement la même entre les différents jeux de données qui composent l'outil, et notamment entre les études qui ont été menées dans le cadre des études de Jean Bossis-Galineau et dans le cadre de la base de données Caris. Donc, parce que dans la base de données Caris, on parle de cours d'eau pas ou peu altéré, ce qui fait qu'on peut avoir certains linéaires qui vont intégrer certains niveaux d'altération physique, malgré qu'ils sont qualifiés de référence. Ouais, si je peux juste rajouter un tout petit truc. Effectivement, en fait, faut juste savoir pour les bases de données CARIS, donc caractérisation de l'hydromorphologie des cours d'eau. En fait, ces CARIS, à la base, nous, on les faisait l'OFB sur les stations qui étaient suivies dans le cadre de la directive cadre sur l'eau pour suivre en fait l'état des masses d'eau et corréler en fait l'état de la biologie, donc notamment de l'IPR, donc des suivis des poissons avec l'hydromorphologie. C'est pour ça qu'on fait des caries sur les stations sur lesquelles on pêche. Et en fait, historiquement, les stations de pêche, elles n'ont pas été trouvées pour avoir en fait une hydromorphologie peu ou pas altérée, mais plutôt pour avoir une bonne idée de la population piscicole et avoir un accès facile pour pouvoir pêcher. Donc en fait, ça correspond pas du tout à la référence que Mickaël vous a présentée en fait sur les autres stations de tête de bassin versant. Donc là, il faut vraiment se méfier là-dessus. Oui, c'est notamment, nous, on fait tout pour s'éloigner des ponts, parce qu'on sait que la présence d'un pont induit un ajustement morphologique des lits, et en plus, souvent, il y a pu avoir des travaux hydrauliques pour dégager les avals et amont de pont, et souvent, pour des raisons pratiques, les stations de pêche sont localisées à proximité de ponts, bah, pour faciliter l'accès des équipes, quoi. Donc voilà pour ce petit point d'attention. On va arriver à la présentation des jeux de données. Donc, Pascal, tu veux reprendre la main? Oui, je peux. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Comme Michael l'a dit, on a rassemblé pour cette étude des jeux de données issus de différentes phases d'études, ce qui s'est étendu sur une douzaine d'années, avec au final de la donnée collectée sur 120 stations, mais avec des protocoles qui ont pu varier un petit peu et des tailles de cours d'eau, comme vous le voyez dans la colonne la plus à droite du tableau, des rangs stralaires quand même variables. Euh, la diapo suivante, Michael. Donc maintenant, je vais vous présenter l'outil d'aide au dimensionnement. Pour ça, je vais vous partager mon écran. Partage et coupé, tu peux prendre le relais. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Voilà. Donc cet outil se présente sous la forme d'un petit site web
La décision a été prise de ne pas vous livrer, on va dire, brut, un outil presse-bouton, mais de vous le livrer avec pas mal d'explications, de mise en contexte et d'explicitation de la démarche. Donc, vous avez sur la partie gauche un menu qui vous permet de vous déplacer sur le site. Une introduction qui rappelle les enjeux et donne quelques éléments de biblio sur l'hydromorphologie en général, hein, et des éléments de cadrage de ce qui a été fait. Je descends. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger les jeux de données qui ont été utilisés pour construire l'outil, c'est-à-dire les caractéristiques des 120 stations avec ici, vous avez un bouton pour télécharger en Excel le tableau de données. Donc ça peut être assez intéressant si vous vous intéressez à une station en particulier et vous pouvez chercher par exemple, est-ce que dans le jeu de données, je vais trouver des stations qui ont des caractéristiques proches de celles sur laquelle je dois intervenir, par exemple dans le cadre d'un projet de restauration. Vous avez donc une interface cartographique. Donc le périmètre, hein, c'est l'hydroécorégion de niveau 1 massif armoricain qui dépasse assez largement la région Bretagne, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est interactif à ce niveau-là. Vous pouvez changer de fond de carte. Vous pouvez obtenir également des données tabulées sur une station en cliquant dessus. Euh, Ensuite, donc, comment dire, le but du jeu, hein, dans cette démarche, pour l'outil d'aide au dimensionnement, ça a été une démarche de modélisation. On essaie de modéliser ce que Michael vous a décrit tout à l'heure, les variables de réponse en fonction des variables de forçage. Donc, on s'intéresse à la manière dont ces variables varient au sein de notre jeu de données. C'est ça que vous avez là à l'écran. Donc, vous pouvez voir que la surface du bassin versant, dans le jeu de données Jean et Bossis, on est autour de 1 km². Sur le jeu de données de Maxime Galino, c'est plutôt 10 km². Et sur Caris, on est plutôt sur des cours d'eau qui ont des bassins versants, des stations qui ont 100 km² de bassins versants. Donc, on a une gamme de variabilité de la taille du BV dans notre jeu de données de construction qui est quand même assez importante. Et vous pouvez voir de la même manière la façon dont varie la pente de la ligne d'eau, donc, qui est généralement faible dans Caris et plus forte sur les plus petits cours d'eau de Jean et Bossis. On est sur des largeurs qui varient selon les jeux de données de l'ordre du mètre pour les plus petits cours d'eau à une dizaine de mètres pour Caris. Donc vous avez toutes ces infos descriptives dans l'appli. Après avoir décrit chacune des variables, on s'est intéressé à la manière dont, si on les prenait deux par deux, elles variaient. Et en particulier, est-ce qu'elles sont liées les unes aux autres ou au contraire, est-ce qu'elles sont indépendantes? Vous voyez que dans la démarche, évidemment, hein, on veut expliquer la largeur et la hauteur à plein bord par les variables de forçage. Donc, on s'intéresse au lien statistique entre ces variables. Bon, ici, vous avez graphiquement le lien entre la pente de la ligne d'eau en ordonnée et la surface du bassin versant en abscisse. Donc, alors, c'est des petits graphiques interactifs, hein, comme ça, vous pouvez éventuellement savoir où on se trouve. Vous avez le nom du cours d'eau, vous avez des infos comme ça. Donc là, on a un lien, on voit que plus la surface du BV est importante, plus la pente est faible.
on est rassuré, c'était quand même attendu. Et puis, alors, plus important, donc maintenant, on s'intéresse à la relation entre les variables de réponse et les variables de forçage. Donc là, on voit que, par exemple, la surface du bassin versant explique bien la largeur à plein bord, puisque le nuage de points est très, très allongé, et ce, quel que soit le jeu de données. C'est rassurant sur la capacité à expliquer la largeur par la surface du BV. Donc, quand on voit ça, on est content. De la même manière, sur la hauteur à plein bord, le nuage de points est un peu plus dispersé, mais on a quand même une relation assez forte entre la hauteur à plein bord et la surface du BV. Voilà, donc vous avez d'autres analyses. On s'est intéressé aussi à l'effet de la pente du bassin versant. Et donc, ensuite, on est passé à une phase de modélisation. Donc, on essaye d'expliquer la largeur plein bord ou la hauteur à plein bord dans chacun des jeux de données à partir des variables que sont la surface du bassin versant et la pente. Donc, selon les jeux de données, ça marche plus ou moins bien. Et alors, je vais avancer assez rapidement parce qu'il y a des étapes de validation, etc. Mais au final, on se retrouve avec des modèles simples, assez simples, puisque on se rend compte que à l'échelle à laquelle on travaille sur ce jeu de données-là, l'inclusion de la pente comme variable explicative n'améliore pas les modèles. Donc, à partir de là, on utilise les modèles les plus simples possibles. Et donc, on arrive à expliquer la largeur à plein bord à partir de la surface du bassin versant avec un R carré de 0,79. Donc, ça veut dire qu'on a 79% de la variabilité de la largeur plein bord qui est expliquée statistiquement par la surface du bassin versant. Pour la hauteur à plein bord, c'est un peu plus faible. On n'a que 60% de la variabilité qui est expliquée. Pour terminer, l'outil, on va dire la partie la plus opérationnelle, si euh, vous êtes sur un projet de restauration et vous vous interrogez sur les préconisations pour la géométrie du lit, eh ben, vous pouvez, là, sur l'outil, vous changer, vous avez un bassin versant qui fait 5,2 km². Eh bien, vous pouvez lire directement la largeur et la hauteur plein bord associées avec un intervalle de confiance qui précise, donc c'est l'intervalle de confiance sur la largeur plein bord moyenne et la hauteur plein bord moyenne. Donc, c'est des moyennes. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut faire des trucs calibrés au centimètre près. Là-dessus, Michael et Alexandra reviendront par la suite. Et on termine avec des éléments de biblio pour étayer le propos. Voilà, Michael, je te repasse la parole ou Alexandra? Ça marche. Je relance le partage. Ok, j'arrête le mien. Donc, Normand, tout le monde voit le partage? Non, Non. on voit pas pour l'instant, on voit ton autre écran, Mickaël, ton bureau. Ah, attends, je vais le relancer. Partager. Écran 2, partager. C'est revenu? Alors attends, là c'est bon, ouais. Ok. Donc là, c'est un petit rappel sur ce que vient de vous présenter Pascal. Donc l'idée, vraiment, c'est un outil d'aide, hein, c'est pas un outil de dimensionnement, c'est un outil d'aide au dimensionnement. Et l'idée, la question que Pascal a essayé de répondre dans tous ces traitements, c'était est-ce qu'on peut estimer les paramètres largeur, hauteur en situation de référence? Donc ça, c'est ce que Pascal vous a expliqué pas à pas. Et dans le PowerPoint, vous avez le lien pour consulter directement l'outil qui sera présenté et transmis via la TBV. Donc là, on va voir une petite partie qui est essentielle, c'est les différents points de vigilance à adopter sur l'utilisation de l'outil. Donc déjà, il faut bien voir que les cours d'eau qu'on a pu étudier, ils sont situés il y en a une bonne partie, ils sont situés plutôt à l'ouest de la Bretagne. C'est un territoire déjà en termes de pluviométrie où il pleut plus en termes de moyenne annuelle.
ce qui fait qu'on peut avoir une capacité de chenalisation plus importante du fait de la variation des précipitations que sur un département tel que l'Ille-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique. Ça, c'est un premier élément. D'autres éléments, c'est qu'on a les caractéristiques des cours d'eau qu'on a étudiés, bah, on a des formes de vallées qui sont assez encaissées. Comme on disait, c'est ce qui a permis de les préserver au fil des siècles. On peut avoir des pentes longitudinales assez importantes. Euh, donc ça, ce qui fait que c'est des cours d'eau qui naturellement peuvent être plus érosifs que la moyenne, donc peuvent être plus profonds et plus larges que d'autres types de cours d'eau qu'on peut avoir sur notre territoire. Les lits qu'on a étudiés aussi, c'est des lits qui coulent depuis très très longtemps, qui ont vécu plusieurs crues et qui ont adopté une morphologie, une bonne stabilité morphologique. Ce qui fait que si vous devez, quand vous retenez un gabarit, il faut toujours sous-dimensionner par rapport à un gabarit de référence. Donc ça, c'est un point qu'il faut retenir quand vous lisez l'outil. C'est les cours d'eau qui sont stables et qui se sont déjà ajustés depuis très très longtemps. Autre point de vigilance pour éviter tout risque de surdimensionnement, c'est que les valeurs qu'on retient dans l'outil, c'est des largeurs dans cette première version d'outil, c'est des largeurs et des hauteurs moyennes. Et quand on dimensionne une restauration de cours d'eau, on prend souvent le plus petit gabarit que va adopter le cours d'eau, le gabarit d'éradier ou à défaut le plat courant, et c'est pas des gabarits moyens. Donc ça, c'est un autre point qui fait qu'il faudra prendre ces valeurs avec attention. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que sur certaines tailles de BV, on peut avoir une hétérogénéité assez forte quand même des valeurs, même s'il y a des liens qui se créent entre deux stations, ça peut bouger assez fortement entre les largeurs et les hauteurs. C'est pour ça que ce qu'on voulait vous dire, c'est que les valeurs qu'on obtient avec l'outil, c'est vraiment des valeurs qui sont là pour discuter un dimensionnement que vous avez retenu suite, par exemple, à un dimensionnement hydraulique, mais ça ne doit pas être considéré comme des valeurs guides pour la projet de restauration, notamment encore plus pour les plus petits cours d'eau. Donc là, c'est un petit point de zoom sur les plus petits bassins versants, notamment ceux qui font moins de 2 km². Vous faites, pour la majorité d'entre vous, beaucoup de terrain sur les têtes de bassin. Vous vous rendez compte que au sein d'un même bassin versant, des fois, quand vous allez sur un talweg qui présente un BV de 1 km², il y a certains talwegs qui vont pas être marqués où il n'y a pas de cours d'eau dedans. Et vous allez sur le sous-bassin voisin et vous voyez que vous avez un cours d'eau qui fait 1,30 m de large sur 0,15 de fond. Pourtant, vous avez une surface de bassin identique à la base. Vous pouvez avoir des mêmes conditions géologiques. Donc, des fois, vous vous rendez compte que sur le terrain, on a vraiment des différences fortes de débit et de géométrie du lit pour des surfaces de BV identiques, voire des absences de lit dans certains cas. Donc ça, c'est dû notamment à des contextes hydrogéologiques qui peuvent être différents à l'échelle de ces petits sous-bassins en rang 1, par exemple. Et c'est pour ça que, en l'absence de référence, on recommande d'utiliser la formule des ratios de BV simple pour déterminer la géométrie du liminaire pour pas aboutir à des surdimensionnements, notamment en tête de bassin. Parce que dans pas mal de cas, il n'y a pas de limineur à l'endroit où on étudie les cours d'eau considérés. Donc ça, en fait, c'est un petit point de vigilance supplémentaire. Si vous vous amusez à faire un calcul par rapport à cet outil, vous verrez que l'outil va souvent vous produire des largeurs et des hauteurs plus forts qu'avec les ratios de BV simple. Et c'est pas pour ça qu'il faut écarter les formules des ratios de BV simple que vous utilisez actuellement. C'est plus des éléments de discussion. Donc, comme l'a bien rappelé Pascal tout à l'heure, c'est qu'il y a un tableau qui est téléchargeable et qu'on peut également visualiser dans l'outil et qui va permettre de consulter les données station par station. Donc ça, c'est intéressant de le faire aussi quand vous voyez que, par exemple, vous avez une surface de bassin versant étudiée autour de 0,6 km². Bah, ce sera intéressant d'aller voir dans l'outil, bah voilà, est-ce qu'il y a des stations qui présentent des surfaces de BV entre 0,5 et 0,7 km², et regarder les différents types de géométrie du lit que vous pouvez voir et avec les différentes variables de pente qui vont être associées. Donc ça, il faut vraiment passer par cette étape aussi de consultation du tableau de données, quoi. Pascal, tu veux peut-être faire un petit point sur l'estimation et l'intervalle de confiance, ou c'était déjà suffisant tout à l'heure? Ben non, c'est juste pour bien préciser que quand on a un intervalle de confiance entre 2 et 2,27 mètres pour la largeur à plein bord, voilà, c'est l'intervalle de confiance sur la largeur moyenne.
C'est pas sur la largeur à l'intérieur de la station. Ça veut pas dire que la station, à l'intérieur de la station, on doit se borner à varier entre 2 et 2,27 pour avoir une moyenne de 2,13. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. On sait que la moyenne statistiquement est comprise entre 2 et 2,27, mais ça ne dit pas, pour avoir cette moyenne de, 2,20 entre 2 et 2,27, si on varie entre 1 et 5 mètres, ou voilà, ça, on n'a pas cette info-là. Ça fait partie des choses qu'on discutera peut-être dans la partie perspective, Michael. Oui, on va en reparler effectivement. Merci Pascal. Dans le cas où vous êtes amené à utiliser largement ces données dans le cadre de publications ou de rapports scientifiques et techniques, vu que c'est un travail d'étude qui s'étale sur maintenant 12 années, n'hésitez pas à nous solliciter par mail en amont de l'utilisation. Nous, on est pour que les données elles servent et soient utilisées, mais c'est juste pour une bonne utilisation de ces données, une bonne valorisation, on aime bien être au courant de quand c'est amené à être utilisé. Et vous pouvez envoyer aux deux adresses mail au cas où il y en a un qui est en déplacement, qui n'est pas là. Au moins, il y en a au moins un des deux, moi ou Pascal, qui auront l'info au niveau de la DR. On en arrive à un petit point sur les perspectives. Nous, là, c'est une première version de l'outil qui vous est présenté. Donc, on a pour envie d'enrichir les jeux de données avec des nouvelles données, donc d'arriver à identifier des nouvelles stations de référence, les caractériser et alimenter prochainement un outil similaire. On aimerait bien améliorer les gammes de variabilité de l'outil. Pascal, tu veux peut-être reprendre la main sur les indicateurs complémentaires? Oui, on pourrait tout à fait reprendre dans le même esprit que celui qui a permis d'estimer hauteur et largeur à plein bord, d'autres indicateurs. Donc, en particulier, les indicateurs de granulométrie et puis les successions de faciès, etc. Donc, ce qui permettrait également de caractériser on pourrait également aller plus finement, par exemple, pour caractériser les hauteurs et largeurs par faciès. Donc, ça, c'est vraiment des perspectives. À partir du moment où on va affiner ces études au niveau statistique, ça veut dire qu'il nous faudra sans doute également un peu plus de données. Donc, ça rejoint la question de l'acquisition des nouvelles données. Au niveau de l'amélioration des modèles, euh, on peut penser que la pente n'intervient pas dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais qu'il est tout à fait possible que la pente intervienne pour expliquer typiquement la granulométrie. Et donc sur cette première version d'outil, on est vraiment intéressé par vos retours. Donc il ne faudra pas hésiter à nous envoyer des mails ou à échanger avec nous pour voir les problématiques ou les besoins d'évolution de l'outil que vous voyez. Ça nous intéresse vraiment. Et nous, côté OFB, on a prévu de parcourir de nouvelles stations et de repasser sur les stations qu'on avait étudiées à l'époque avec différents protocoles. En mars 2025, il y a eu la rédaction et la finalisation d'un protocole national qui s'appelle ROSAS, Relevé et Observation hydromorphologique sur les zones amont des cours d'eau. Dans le PowerPoint qui vous a été transmis, si vous cliquez dessus, il s'ouvrira. Il y a un lien Internet qui a été mis sur l'image. Donc c'est un protocole qui a été développé par rapport aux particularités et aux spécificités des cours d'eau en tête de bassin versant. Il repose sur certaines parties du protocole CARIS et sur certaines évolutions et expérimentations qui avaient été proposées au fil des différentes études qu'on avait été amené à encadrer sur notre territoire et également sur le territoire voisin en Poitou-Charentes. L'avantage, c'est que c'est un protocole qui est national maintenant et qui permet de travailler autant en hexagone qu'en outre-mer. Et on a la chance d'avoir Pascal avec nous qui a pu développer une base de données GRIST pour saisir l'ensemble des données qui seront produites. Donc là, les premières stations commencent à être rentrées dans cet outil et on a prévu de passer sur l'ensemble des stations de référence étudiées par l'OFB entre 2015 et 2019. On va faire les passages notamment
sur la période octobre-avril 2025-2026. Et on en profitera pour requalifier l'état de chaque station en distinguant les cours d'eau de référence des cours d'eau en bon état, qui incluent certains niveaux de dégradation, notamment en provenance du BV amont. Et on aura peut-être la malchance aussi d'avoir des cours d'eau qui étaient de référence dans les années 2012, mais qui sont peut-être maintenant altérés. Donc ça, l'idée, on veut refaire un point une douzaine d'années après pour voir quel est l'état réel de nos différentes stations. Et l'intérêt, c'est que vu que toutes les données seront prises avec un même protocole, bah, ça facilitera l'analyse des données à venir. Donc, l'outil de saisie en ligne pour les données grises, il sera disponible prochainement sur demande. Et par contre, on invite les acteurs qui seront amenés à l'utiliser à, à venir sur le terrain avec nous pour qu'on procède à de l'intercalibration, pour qu'on prenne les données de la même manière. On se rend compte notamment au niveau de la notion de débit de plein bord, au niveau des classes granulométriques, au niveau de la caractérisation des faciès, au niveau de la quantification des habitats naturels au sein du lit mineur ou de la mesure des lits majeurs. On peut avoir des biais selon les opérateurs. Donc l'idée d'avoir un outil de saisie et d'un protocole homogène, c'est aussi de limiter le biais observateur au maximum. Donc c'est pour ça qu'on invitera à une phase d'intercalibration qui est notamment rappelée dans la version du protocole. Je ne sais pas si tu veux rajouter des éléments supplémentaires sur GRIS, Pascal, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas GRIST dans les participants. Alors, Grist, c'est un outil, c'est tout nouveau, qui a été développé par la Direction générale du numérique du ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, c'est pour répondre à des besoins, on va dire, dans la sphère publique de développement de bases de données avec des accès en ligne. Donc, ça permet de manière beaucoup plus souple que des outils PostgreSQL ou autres, que des utilisateurs, en fait, ils développent directement eux-mêmes leurs propres outils de saisie avec des aides, des interfaces, des masques de saisie, des choses comme ça, des interfaces y compris graphiques, cartographiques. Et puis derrière, il y aura des outils pour permettre l'exploitation des données euh, qui restent en partie à construire. Donc nous, on a prévu de développer des choses avec le logiciel R. Il existe déjà pas mal d'outils en Python pour exploiter des données sous Grist. Merci. Et donc, petit point aussi, dans le cas où il y a des opérateurs de BV ou des bureaux d'études qui envisagent de prospecter des cours d'eau avec le protocole ROSAS, il faut savoir qu'il faut être, c'est recommandé d'être trois personnes. À deux, ça peut être possible, mais il faut vraiment être coriace et ouais, des fois, ça prend un peu de temps. Donc à 3, c'est quand même plus confortable. Et il faut compter, on a mis en moyenne 2 heures, mais quand vous prenez l'habitude de le mettre en place, c'est souvent entre 1 heure et 1 heure et demie par station. Donc c'est un protocole qui est quand même assez rapide à mettre en œuvre sur les têtes de bassin notamment. Donc il a été développé spécifiquement pour les zones en amont des cours d'eau, donc les plus petits cours d'eau de nos territoires. Donc pour les opérateurs qui ont la chance d'être trois à pouvoir prospecter, bah, il y aura certainement peut-être une volonté d'acquérir des données en régie à l'échelle de votre territoire d'études. Par contre, on sait aussi il y a des syndicats de bassin où vous êtes que un, que deux, où vous n'avez pas forcément de matériel ou de temps disponible pour faire l'acquisition de données. Donc si dans ces contextes-là, vous identifiez des stations de référence, n'hésitez pas à nous les transmettre et on pourrait faire du terrain ensemble sur ces stations par rapport à la phase de récolte de données qu'on va faire en 2025 et 2026. On avait essayé de tenir sur une présentation de moins d'1 heure, donc on est à une cinquantaine de minutes, donc c'est pas mal. On vous invitera au moins une fois à bien lire l'intégralité de la page web et notamment la partie 6 où il y a des recommandations techniques qui sont associées pour bien utiliser l'outil, pour éviter les surdimensionnements. Et notamment si dans certains dossiers, cet outil est amené à être utilisé, nous, dans nos avis techniques, on rappellera toujours les recommandations qui figurent dans la partie 6. Donc, n'hésitez pas à bien les avoir en tête pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Et maintenant, Charlotte, on peut laisser la place aux questions s'il y a des questions sur l'utilisation ou sur
des points de précision ou des remarques. Je vous invite à poser vos questions oralement, à désactiver votre micro, vous présenter, à poser vos questions. Bonjour, c'est Mathieu Péchard. Je me permets de poser une petite question du coup concernant l'outil d'aide au dimensionnement. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune donnée de débit utilisée pour déterminer les gabarits, à moins que j'ai peut-être loupé une étape. Et du coup, je voulais savoir si ça faisait partie des perspectives d'avenir que vous évoquiez, ou bien, en gros, si vous considérez que là, l'étude des débits, elle n'a pas lieu d'être dans cet outil, parce que c'est la variable liée à la surface de bassin versant qui prédomine pour déterminer les gabarits. En fait, dans la première version de l'outil, c'est vraiment un lien surface-géométrie du lumineur qui a été pensé. Par contre, avec l'acquisition de nouveaux données dans le cadre du protocole ROSAS, l'idée, ce serait d'amplifier les traitements. Et comme rappelait tout à l'heure Pascal, avec l'importance de la pente, il y aura certainement des réflexions à avoir aussi sur la prise en compte des débits par rapport au dimensionnement. Après, là, l'idée, pour le moment, c'était vraiment une démarche superficie de bassin sur la géométrie du lit, mais ça n'a pas été intégré pour le moment. Hubert à l'agence de l'eau, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu, euh, tu as fait un certain nombre de recommandations, Michael, sur comment appréhender l'outil et qu'est-ce qu'on pouvait comment dire, vérifier, quelles précautions à prendre, notamment l'intérêt de consulter le tableau de données pour essayer de recaler par rapport à des cours d'eau de référence qui se rapprochaient plus du cas particulier que les techniciens auraient pu avoir à traiter. Et justement, cette question de débit, elle est intéressante. Et ça peut être aussi une précaution dans le cadre d'un projet de dimensionnement d'aller sur des outils, par exemple, comme SimFen, pour comment dire, comparer en fait le projet du technicien avec la station de référence en retrouvant en fait les débits des deux et voir si c'était des débits qui collaient ou sur lesquels il pouvait y avoir des grosses différences. Avec la difficulté que l'outil SimFen sur des petites surfaces, en fait, il est pas très très fin. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des alertes qui est donnée par l'outil quand on passe sur des petites surfaces. Oui, bah c'est vrai que là, en fait, nous, pour nous, l'outil là, il a, quoi, vous verrez dans la partie 6, mais l'idée, c'est que si vous avez une station de référence en amont, en aval ou extrapolée sur le même bassin, il faut, en priorité, on prend les caractéristiques morphologiques de la station de référence pour le dimensionnement des mineurs. Si vous n'êtes pas sur un secteur où vous avez des références, l'idée, c'est de réaliser un dimensionnement à partir des débits, où vous utilisez les débits disponibles, et nous, on invite à retenir le ratio de BV simple pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, pour éviter les surdimensionnements en tête de bassin. Et pour nous, l'outil proposé qui fait un lien surface géométrie du lit mineur, il vient vraiment en discussion des formules de débit. Mais vraiment, le dimensionnement d'entrée, c'est les formules de débit, et on fait une comparaison pour discuter et pour interroger le dimensionnement qu'on a retenu. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Gaël. Ouais. Je voulais savoir quelle était la qualité du MNT utilisé pour déterminer la surface des BV contributeurs, sachant que c'est un peu le nerf de la guerre. On a notamment le LIDAR qui arrive en Bretagne, que ça pourrait être amené à repasser tout ça dans la millimètre avec des déterminations plus précises. C'est vrai que quand on a développé l'outil, la couverture LIDAR, c'était 2024, elle était assez faible à l'échelle de l'hydroécorrégion massif armoricain de niveau 1. Donc, ce qui fait que c'était à partir des MNT du logiciel QGIS qu'ont été calculées les différentes surfaces de bassin versant. Mais en effet, si le jour où on aura davantage de territoires qui seront couverts, et notamment les stations étudiées qui seront couvertes par du LIDAR, il y aura un intérêt effectivement d'affiner la localisation du bassin versant hydrographique, sachant qu'il faudra toujours avoir un petit point de vigilance par rapport à la diapo que je vous ai présentée tout à l'heure.
où on voyait la différence entre le bassin versant hydrographique et hydrogéologique. Quand on remonte sur les têtes de bassin en rang 1, des fois, le bassin versant hydrologique est beaucoup plus étendu que ce qu'on voit en surface. Mais bon, ça, c'est juste un point de vigilance. Mais en tout cas, carrément, il faudra que l'outil évolue avec l'arrivée du LIDAR sur nos territoires. Bonjour à tous, bonjour Mickaël. Guillaume Doré de Haut-et-Vilaine. Je voulais savoir si on a vu tout à l'heure que tu avais beaucoup de stations qui étaient quand même dans le Finistère Nord où potentiellement il y a une proportion de rivières à sable importante, peut-être par rapport à des rivières à gravier. Et je voulais savoir si vous avez fait une analyse de test de l'analyse de modélisation sur des échantillons de rivières à sable et une autre analyse sur des rivières à gravier dans votre échantillon. Là, sur les secteurs qu'on avait étudiés historiquement dans le Finistère, il y avait quand même beaucoup de secteurs assez pentus. Donc, ce qui fait que sur les secteurs pentus, on avait quand même des rivières avec une granulométrie assez grossière. On- Il n'y a pas eu d'analyse spécifique en typologie granulométrique des différents cours d'eau qu'on avait étudiés, mais sur la partie finistérienne, on est surtout sur des rivières assez pentues. Donc, il y a peu de rivières à sable pures sur les zones étudiées. Peut-être d'autres questions?